notre collègue M. Garot va avoir l'occasion de voir qu'il y a pire en matière de longueur que l'excellent résumé de son point de vue à l'instant. C'est M. Ruffin qui aurait dû occuper le premier la tribune, mais il se trouve que la commission dans laquelle il siège et où il défend ses amendements a lieu en ce moment même. Si bien que c'est moi qui parlerai le premier, moins bien que lui, mais je vais m'efforcer de faire bien. Bon, je suis un homme des villes, vous le savez. Cependant, vous ne savez pas que j'ai été, il y a fort longtemps, celui qui tenait la rubrique agricole du journal Les Dépêches dans le Jura. Et de cette époque m'est venu un intérêt pour l'agriculture dont je ne me soupçonnais pas au départ, puisque mes centres d'intérêt, c'était la poésie du XVIe siècle et la philosophie du Quattrocento. Mais j'ai pu me rendre compte, justement, du fait que j'avais cette observation à ce moment-là, des mutations incroyables qui se sont produites dans ce domaine d'activité humaine. Et notre pays, évidemment, a connu des bouleversements de l'agriculture. Je crois que c'est important de le remettre en perspective pour comprendre le moment que nous vivons. Je crois que notre débat s'élève si nous le prenons comme ça. Sinon, c'est la rixe habituelle entre la majorité et l'opposition, et c'est moyennement intéressant. Et les discussions techniques elles-mêmes perdent un peu de substance. La France a été totalement bouleversée par l'entrée de l'ère industrielle dans l'agriculture. Il faut se souvenir tout de même qu'au début du XXe siècle, 42% de la population était une population rurale, agricole, de paysans. Quand le décollage se fait des populations urbaines et de la modification générale et planétaire du mode de vie humain, qui est un fait anthropologique, on passe à 22%. Et aujourd'hui, on est à 1,8% du total de la population, c'est-à-dire une baisse de 95%. C'est une révolution complète de la condition humaine et des rapports des différentes catégories qui concourent à la vie de l'espèce humaine, parce que sans agriculteurs, personne ne vit, il n'y a rien à manger. Bon. Donc, quelque chose s'est produit dans la technique, quelque chose s'est produit dans l'organisation de la société qui a permis de soulager, on va appeler ça comme ça, la collectivité humaine de cette part de travail, et donc tous ces gens ont pu aller faire autre chose, qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire d'ailleurs, soit dit par parenthèse, et personne ne peut oublier la magnifique chanson de Jean Ferrat sur la montagne. Hein. Eh bien oui, plein de gens sont partis à regret, et le grand déménagement de la population de notre pays, des campagnes vers les villes, avec tout ce que ça a donné. Mais donc ça, nous l'avons au moins en mémoire. Je pense que beaucoup d'entre nous se souviennent de cette mutation, l'ont connue ou bien eux-mêmes, ou bien leurs parents, et en ont entendu parler. Donc nous savons que des changements considérables peuvent affecter ce domaine d'activité. Eh bien, ce n'est pas la première fois. Au fond, tout dépend de l'agriculture. Lorsqu'elle commence au néolithique, c'est il y a 10 000 ans avant notre ère, 8 000 ans, 10 000 ans, c'est elle qui va provoquer la sédentarisation, c'est elle qui va rendre possible l'élevage et le bond de la population humaine qui se produit à ce moment avec une transformation radicale déjà à l'époque. Donc ça fait un moment que ça dure. Eh bien aujourd'hui, nous en sommes rendus à une période de même nature, et pour des raisons qui n'ont plus rien à voir, ni avec l'outil de production, ni avec la condition des personnes qui travaillent, mais avec la nature de l'organisation de la société et de ses réseaux économiques. L'agriculture, au départ, c'est une activité de subsistance, puis c'est devenu une activité qui a généré un pouvoir d'échange. Et la valeur d'usage a vu s'ajouter la valeur d'échange. Aujourd'hui, la valeur d'échange surplombe entièrement la production. Et cette valeur d'échange, naturellement, elle est organisée dans le cadre de l'économie financiarisée. Il est extraordinaire de se rendre compte que les produits dérivés agricoles, c'est-à-dire qui donnent lieu à une titrisation sous une forme ou sous une autre dans la sphère financière, ont bondi de 16% au cours des quelques dernières années qui viennent de s'écouler, au point que seulement 2%, je dis bien 2%, des transactions sur les dérivés agricoles, sur les produits agricoles, à l'échelle internationale, 2% donnent lieu à livraison effective. Tout le reste est de la spéculation. C'est de la récolte vendue avant d'être semée, revendue plusieurs fois avant d'être labourée, revendue plusieurs fois
en cours de route, dans le bateau même où elle se trouve quand elle est transportée, avant d'arriver à son point de livraison. Cette domination de la valeur d'échange, cette domination de la sphère financière sur l'agriculture, où l'on pensait que jamais elle ne prendrait pied, où l'on ne voyait pas comment la financiarisation atteindrait l'agriculture, puisque l'agriculture était par définition très étroitement dépendante du cycle des saisons et donc de la position de la planète autour du Soleil. On ne voyait pas comment tout ça pouvait se changer. Eh bien, ils ont trouvé le moyen de le faire. Et ceci domine le reste. Voilà pourquoi, Monsieur le ministre, je vous disais tout à l'heure que l'idée d'une culture contractuelle qui parvienne à régler les prix est une vue de l'esprit. Je le dis sans aucune agressivité à votre égard, ni en vous accusant de quoi que ce soit, ni vous, ni Monsieur le rapporteur. Mais quand vous voyez l'extraordinaire volatilité des coûts agricoles, des coûts des prix, hein, du changement des prix, que ce soit, je pense, cette année 2006-2008, c'est-à-dire juste avant la grande crise, et ceci a un rapport avec cela, la crise de 2008. Et vous verrez que la prochaine fois, la prochaine crise, qui naturellement va avoir lieu, nous aurons des signes annonciateurs aussi dans les fluctuations de cours des matières agricoles. Mais on a vu le maïs progresser de 178%, on a vu le soja progresser de 169%. Tout ça n'avait strictement rien à voir, ni avec les saisons, ni même avec les quantités qui avaient été ou semées ou récoltées. C'était de la pure spéculation financière. Par conséquent, aucune culture contractuelle ne viendra jamais à bout du fait que les prix fluctuent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Vous pouvez inventer tout ce que vous voulez, vous ne changerez pas cette réalité-là. Vous disiez tout à l'heure, nous faisons une politique des réalités. Fort bien, la réalité est la financiarisation de l'agriculture. Et du coup, ça change tout. Une des premières choses que ça change, c'est la rente que, d'une certaine manière, le capitalisme pouvait se procurer à bon prix sur le paysan. Le paysan produisait toujours plus avec des méthodes agricoles industrielles, c'est toute l'histoire du XIXe siècle, et ensuite le grand distributeur venait derrière et on faisait baisser les prix. Avec ça, évidemment, on baissait le prix de la nourriture et la part de l'alimentation dans les budgets des familles. C'est une réduction qui a été jusqu'à... maintenant, on en est à 20% dans le budget des familles, mais on a connu que c'était 30 ou des 40%. Maintenant, c'est stable depuis 20 ans. Hein. Mais n'empêche que ce différentiel-là a permis, comment dire, d'ajouter du pouvoir d'achat aux travailleurs des villes à bon compte, parce que personne n'avait à le leur donner. Et donc, ça a été, en quelque sorte, un calmant social. Car dans la mesure où le pouvoir d'achat progressait, tandis que les familles ne gagnaient pas plus, eh ben, elles se trouvaient contentes, et tout le monde y trouvait son compte, sauf les agriculteurs qui, évidemment, eux, devaient travailler davantage pour produire davantage à moins cher, et dans cette histoire, n'ont jamais trouvé leur compte. Ils ne l'ont jamais trouvé leur compte. Si bien que le modèle industriel et la concentration des terres a pu se faire d'une manière absolument fulgurante devant une masse humaine absolument dépourvue de tout moyen de résistance par rapport à quelque chose qui la subjuguait. Voilà ce qu'il en est du passé. À cette étape, les prix agricoles, supposons que nous nous coupions du marché mondial. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire exactement le contraire. La ligne générale de pente de l'Union européenne et de la nouvelle PAC, c'est la renationalisation des politiques agricoles. La renationalisation, c'est l'exaltation de la compétition entre les pays, toujours sur le même mode, produire plus n'importe comment. Je ne dis pas que les gens veuillent le faire, mais c'est ce qui est poussé, toujours plus pour produire n'importe quoi, peu importe du moment que ça se vend, avec l'idée que le marché mondial épongera tous les excédents. Première remarque, au moment où on s'ouvre sur le monde, dit-on, où l'on veut beaucoup exporter, alors on comprend pourquoi les prix mondiaux, si je mets de côté l'aspect financier, ne peuvent pas être des prix stables, puisque ce qu'on va trouver sur le marché mondial, essentiellement, ce sont des excédents des uns, des excédents des autres, qui tuent les agricultures locales à coup d'excédents. Ça aussi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la réponse est rien. Alors, ces grands changements du modèle économique et du modèle agricole s'ajoute un autre grand changement. Et pardon de dire que lui aussi, je ne le trouve pas traité dans ce que nous avons sous les yeux. Mais j'achève d'abord sur les prix, parce que sinon je serais incomplet. Qu'on ne me dise pas que je fabule sur
le fait que les marchés agricoles vont être de plus en plus ouverts, parce que c'est ça la révolution. C'est cette révolution de la mondialisation, qu'on ferait mieux d'appeler globalisation, parce que le monde a toujours été mondialisé, la globalisation financière. La Commission et les directives sont parfaitement claires sur les objectifs. Il est dit l'aide aux agriculteurs doit dorénavant n'avoir pas ou peu d'incidence sur les échanges commerciaux. C'est la théorie du libéralisme. Les marchés doivent être purs et parfaits et la concurrence libre et non faussée. Pour que l'Union, citation, puisse respecter ses obligations dans l'accord de l'Organisation mondiale du commerce. Il s'agit donc, dans ce cas, d'une confirmation de l'alignement des prix agricoles sur les cours mondiaux. Les cours mondiaux ne peuvent faire autre chose que fluctuer, les cours mondiaux ne peuvent être autre chose que le résultat d'une spéculation. Par conséquent, la destruction quasi totale de ce que nous connaissons comme modèle agricole est assurée. Ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. D'autant que cela provoque dans l'agriculture réelle, dans l'agriculture de la production, de nouveaux phénomènes de concentration qui, cette fois, ne concernent pas tant les terres, elles ont déjà été tellement concentrées, mais ça continuera. C'est sur la façon de produire, notamment dans l'élevage, vous le savez mieux que moi. Là où nous avons des éleveurs qui continuent à se comporter comme des paysans, c'est-à-dire avec, comme j'ai entendu quelqu'un du Nouveau Monde le dire une fois avec humour, il disait « nous n'avons que des animaux archaïques parce que nous leur donnons à manger de la viande, nous leur donnons à manger de l'herbe, tandis que vous autres, les Européens, vous leur donnez à manger de la farine de viande. » Et ça l'amusait beaucoup, c'était un Brésilien, ça nous amuse beaucoup moins maintenant, parce que eux aussi, leurs bêtes ne mangent plus seulement de l'herbe, mais aussi toutes sortes de cochonneries que nous interdisons de produire chez nous, et pourtant leurs produits arrivent en concurrence. Une concurrence qui est absurde, Monsieur le Ministre. Vous ne nous avez pas rassurés en disant on discute sur le Mercosur. Eh bien non, eh bien, à quoi bon de la viande argentine en France? À quoi bon? Je veux dire, il peut y en avoir au prix particulier, mais pourquoi en amener des tonnes et des tonnes? On n'est pas capable de le faire? Bien sûr que si. Pourquoi amener le soja? La seule chose qu'on n'avait pas mis dans la PAC, dans le marché commun, le seul produit qu'on n'avait pas mis dans le marché commun, c'est le seul où immédiatement l'Europe a été déficitaire. Tandis que tous les autres, on les avait mis dans le marché commun, et en même pas 30 ans, l'agriculture française et européenne était devenue autosuffisante. Ce qui est la preuve par les faits que le libéralisme et le libre-échange n'est pas compatible avec une agriculture saine, une agriculture qui produit ce dont les gens ont besoin dans la quantité suffisante. Voilà, c'est la démonstration, elle est faite par notre bilan. Et maintenant, naturellement, les choses vont aller en s'aggravant. La nouvelle PAC, qui démantèle l'ancienne, rouvre la voie à des compétitions qui vont donner lieu à des concentrations du type de celles que je dénonce. Et c'est là qu'on voit quel rapport a la lutte contre la souffrance animale avec la lutte pour un modèle d'agriculture donnant des prix qui sont honorables pour ceux qui produisent. Parce que quand vous acceptez une ferme de, je ne sais pas si on peut appeler ça une ferme, je pense que mon collègue rapporteur qui est éleveur lui-même n'appellerait pas ça une ferme, de 37 000 porcs, pardon, on n'est plus dans une ferme, on est dans une usine qui produit dans des conditions absolument détestables, ce que nous trouvons de plus révoltant pour l'indifférence que cela témoigne à l'égard d'un être sensible qui est un animal, mais aussi dont la conséquence économique est terrifiante, pour ne rien dire de la conséquence sanitaire. Bientôt, les gens vont avoir l'occasion de s'en rendre compte, et pareil avec les fermes des 10 000 vaches et ces abominations qu'on a inventées. Mais là encore, on retrouve l'idée de marchés qui sont dominés par quelque chose qui n'a rien à voir avec votre appétit, mon envie de manger, etc., mais les cours financiers et la circulation, qui finit par transformer certains produits agricoles essentiels comme des sous-produits, alors même qu'il s'agit d'une activité d'élevage. On prend l'exemple sur les vaches. Eh bien, dans les fermes des 10 000 vaches, l'un des produits les plus importants, eh bien, c'est pas le lait, c'est le méthane qu'on arrive à tirer de ces pauvres bêtes à travers le cycle de leur nourriture. Eh bien, c'est quand même extraordinaire, non? Alors, à partir de là, naturellement, il n'y a plus de compétition honnête sur les marchés agricoles. Quand vous faites rentrer des carcasses qui arrivent de Nouvelle-Zélande, de moutons, où la viande est en sous-produit de la laine, ce n'est plus une compétition normale entre producteurs. Donc, toute la théorie de l'avantage comparatif sur laquelle repose justement
dans la théorie classique qui date quand même du XVIIe siècle. Je me permets de signaler l'archaïsme qui a à se référer à une théorie qui date du XVIIe siècle, celle du libre-échange. Les seuls exemples qui étaient donnés étaient les exemples agricoles. Et bien justement, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionne plus. Alors, si c'est comme ça, Monsieur le ministre, dire qu'on va, par la culture contractuelle, régler les prix, alors, je vous le dis, autant faire de la poudre de perlimpinpin ou je ne sais pas, ou à distribuer des pâtes de lapin, des fers à cheval aux paysans pour que ça se passe bien. Mais ça ne peut pas, ce n'est pas la culture contractuelle qui est de nature à obtenir des prix. Il faut que les prix soient fixés. Et de grâce, nous ne faisons pas entre nous des caricatures qui sont ridicules. Alors, les prix fixés, ça serait le communisme de guerre, ça serait l'économie administrée, enfin, tout ça a eu lieu pendant des décennies, notamment sous l'autorité de De Gaulle, les prix étaient administrés, tous les prix, y compris ceux des gommes et des crayons que vous achetiez pour vos gamins, tous les prix. Et quel problème y a-t-il à fixer des prix planchers? Parce que si nous ne les fixons pas, qui va les fixer? En aval, je viens de le dire, le marché financier, et en amont, vous avez prévu d'organiser des réunions des agriculteurs avec les producteurs d'intrants. On va avoir une discussion entre le syndicat, par exemple, du maïs, ou que sais-je encore, ou de telle ou telle production. Ils vont aller rencontrer Bayer et Monsanto pour fixer les prix de l'amont. Donc les paysans sont hors d'état de peser sur l'aval et hors d'état de peser sur l'amont. Et après, on compte sur une culture de bienveillance, car naturellement, on sait que les gens qui sont là sont d'abord animés par la bienveillance, autour de la table, pour donner des prix rémunérateurs. Non, et ceux qui seraient bienveillants seraient virés. Parce que quand on nomme quelqu'un pour aller marchander des prix, on ne lui demande pas de revenir avec des résultats de bienveillance, mais avec des prix bas. Par conséquent, il est dans la nature des choses que le plus fort s'impose à celui qui n'a pas les moyens de résister. Et c'est la logique économique qui est faite comme ça. C'est pourquoi il faut des prix planchers. Donc, ne le comprenez pas comme une espèce de rêve qui n'aurait pas de rapport avec la réalité, c'est le contraire. C'est parce que nous avons compris la réalité et la façon avec laquelle se forment les prix agricoles que nous sommes pour les prix planchers. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez plus de paysans. Et donc, vous n'aurez plus de production. Et croire que non, ça ne se produira pas, c'est ne pas tenir compte de ce qui est en train de se passer. Là, je viens d'évoquer la raison pour laquelle cette affaire de prix plancher est pour nous si centrale, si évidente. Vous ne pouvez pas faire d'agriculture sans agriculteurs, même si je sais que le rêve existe. Il y en a bien qui pensent qu'ils vont faire de l'agriculture sans pollinisateurs. Vous le savez, ça, monsieur le ministre, c'est incroyable. Le capitalisme est vraiment extraordinaire. Il tire profit de toutes ces turpitudes. Il n'y a plus d'abeilles en raison des pesticides, fort bien. Alors il y a des gens qui sont en train d'imaginer comment ils vont pouvoir faire des drones ou des appareils pollinisateurs, que naturellement ils vendront, et qui viendront polliniser à la place des bestioles qui le faisaient gratuitement jusque-là. Voilà. Alors, ça aussi, c'est pas acceptable comme futur, mais c'est ce qui se produira si on ne permet pas aux paysans de vivre, c'est-à-dire d'avoir un revenu. Et maintenant, je viens au deuxième qui va à nouveau alimenter mon argumentaire sur cette question des prix planchers. C'est que le deuxième choc qu'est en train de prendre l'agriculture, c'est le changement climatique. Et là, il y a urgence. Alors, on a plein de petits signaux. Mes copains vignerons m'ont expliqué dans le Jura qu'ils avaient déjà aperçu la mouche drosophile. Je ne vous apprendrai pas, monsieur le ministre, la conséquence des mouches drosophiles dans les vignes. D'accord? Vous ne les avez pas vues, elles passent, vous le savez, à l'odeur de vinaigre. Pourquoi? Parce que cette sale bête perce la peau du raisin et il se met à fermenter et à tourner vinaigre, parce que l'art de faire du vin, c'est de l'empêcher de tourner vinaigre, et sur pied. Donc si vous vous trompez sur un seul rang, terminé. Tout ce que vous avez ramassé est bon à acheter, parce que la contamination est là. Je prends cet exemple de la drosophile pour vous faire sourire, mais on pourrait évoquer ce qui est moins souriant, de toute façon tout est grave là-dedans, les sécheresses. Et les sécheresses, pas simplement il manque de l'eau, ou c'est que je vais en trouver, je vais pomper dans la nappe phréatique comme un fou. C'est pas seulement ce processus-là. C'est que le fait qu'il n'y ait pas d'eau transforme la composition du sol qui est déjà gorgée de produits qui en ont abaissé la fertilité, dans des conditions que vous connaissez. C'est en fait que tous les paysans qui cultivent vous disent. Ils le savent, ils l'ont compris, il y a une baisse de la fertilité du sol. Vous en convenez, monsieur le rapporteur, je vois en m'approuvant de la tête. Par conséquent, c'est un défi.
L'agriculture, d'ici quelques années, avec le changement climatique, c'est plus la même qu'avant. Voilà. Comment va-t-on faire face à ça? Pas avec des gens ruinés, pris comme ça par un endettement auquel ils n'arrivent plus à faire face et qui sont confrontés à des fluctuations de prix. Donc, il y a un rapport entre la lutte contre la financiarisation de l'agriculture, la déconnexion avec les marchés mondiaux et la question de l'écologie et du traitement écologiquement respectueux de l'agriculture. C'est la nouvelle fonction que les agriculteurs vont avoir. Il y a quelques années, il y avait des gens qui faisaient toutes sortes de textes en disant « oui, oui, des paysans, il nous en faut, parce qu'ils vont s'occuper du paysage rural ». Alors bon, ça ne leur venait pas à l'esprit que, bon, s'occuper du paysage rural, c'est bien, mais enfin, ce n'était pas essentiellement la vocation des paysans qui se voyaient d'autres activités. Mais par contre, la tâche de reconstructeur de la terre détruite, si, ça va faire partie des prochaines missions de l'agriculture. Et il serait temps de s'y mettre. Et le plus tôt on s'y met, le mieux ce sera. Par conséquent, ça veut dire aussi que les niveaux de qualification des agriculteurs vont aussi devoir monter pour être capables d'accomplir ce type de tâches. Au demeurant, si vous voulez une agriculture paysanne, je me tourne un peu vers vous, parce que sur ce plan, nous avons souvent eu des visions qui se joignaient. Si vous voulez une agriculture paysanne, forcément, vous aurez besoin de plus de main-d'œuvre. Par la force des choses. Quelqu'un a dit on ne peut pas aller enlever les mauvaises herbes à la binette, je l'ai bien entendu. Je ne propose pas qu'on aille le faire. On peut avoir d'autres méthodes, il y a d'autres méthodes que ça. Mais de toute façon, c'est mentir que de dire qu'une agriculture paysanne va pouvoir se faire avec 1,8% de la population qui est à la terre. Ce n'est pas vrai. Il faut 300, 400, peut-être 500 000 paysans de plus, que nous ne trouverons pas en les décimant, comme disait l'armée romaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, t'es paysan. C'est forcément des gens qui doivent avoir envie d'y aller et qui vont le faire dans de nouvelles conditions. Il faut donc augmenter les contingents qui sont recrutés dans les lycées agricoles et il faut proposer une vie qu'en soit une. Parce que personne n'a envie d'aller crever tout seul de misère financière, de misère affective, de misère culturelle, comme souvent c'est le cas, au point que, au bout de toutes ces difficultés, il se prend un paysan tous les 3 jours dans ce pays, dans une indifférence absolument incroyable, alors que c'est un drame social et humain épouvantable, dont je sais que vous êtes aussi ému que je le suis moi-même à cet instant en parlant. Alors, pour que cette nouvelle agriculture qui fasse face à cette révolution verte, il faut acter par des gestes forts les ruptures que l'on fait. Les ruptures. Rupture avec le cadre du libre-échange généralisé. Voilà, c'est notre ligne. Il y en a marre, ça suffit, ça ne sert à rien. Si on peut faire une relocalisation, nous autres Français, je ne dis pas que tout le monde puisse le faire, parce qu'on était jusque-là dans une zone tempérée, qu'on arrivait à produire à peu près tout ce qu'on voulait, eh bien, nous n'avons pas besoin de ce grand marché mondial. Vous me direz, nous avons des excédents. Mais je l'ai bien compris qu'on a des excédents. Mais enfin, d'abord, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, deuxièmement, dans le marché mondial, il y a une demande qui existera. On n'a jamais dit qu'on va revenir à la stricte valeur de subsistance de la nation française avec son agriculture. Je n'ai pas dit ça. Mais il faut que le point de départ, ça ne soit pas la solution et le miracle agricole viendra de l'ouverture des marchés sur le monde. Non. Et le contrat Mercosur est mauvais. Voilà, il est mauvais d'un bout à l'autre. Il ne nous servira à rien. Alors, le GEFTA, qui a été signé dans les conditions que vous savez tous. Pardon, monsieur le ministre, mais là, je fais les gros yeux. Parce que c'est bien votre gouvernement qui a accepté que GEFTA ne vienne pas en débat devant les assemblées. C'était au Conseil. Et ça s'est décidé le 17 juillet. Donc ça ne nous est pas tombé du ciel. La dernière fois sur le CETA, vous nous avez dit c'est pas nous, c'est Hollande. Bon, très bien, moi ça me va, je vais bien l'admettre, c'est vrai. Mais le GEFTA, non, c'est pas Hollande, c'est vous. Et là c'est pire parce que c'est au point de départ. Le CETA, au moins, il va passer devant nous pour une partie. Le GEFTA, on ne le verra même pas. Alors il paraît que c'est un très bon accord pour nous parce qu'on aurait échangé aux Japonais de laisser passer nos productions agricoles en échange de pouvoir arranger nos affaires avec les voitures, qui intéressent beaucoup nos amis allemands, sur tous les sujets, dans toutes les directions, dans toutes les négociations, à tout propos, puisque eux ne produisent pas des bananes, mais des voitures qui représentent 20% de leur économie. C'est dire que le futur ne sera pas très doux pour eux, parce que le véhicule automobile est un véhicule qui sera bientôt dépassé aussi par les problèmes de la crise écologique. Donc, les marchés, les échanges internationaux abaissent le niveau de la production. La question de la qualité, il doit y avoir une rupture. J'ai dit une fois, et on m'a dit que j'exagérais. Admettons, j'accepte de diviser par 2, je suis Marseillais, peut-être que j'ai exagéré. Mais la qualité nutritive d'une pomme de l'époque, la mienne, où j'étais un gamin à qui on donnait des pommes à manger, et, allez, je vous fais un prix. On m'avait dit 100 fois moins. Bon, je change. La moitié moins
de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il faudrait faire manger le double, en réalité le triple ou le quadruple de pommes qu'on m'a fait manger à vos enfants ou vos petits-enfants, si vous voulez qu'ils arrivent à être aussi bel homme que je le suis à mon âge. Voilà où nous en sommes. Oui, alors, bon, ça c'est pour le sourire à cette heure. Hein. Bon. Ben oui, mais il faut bien aussi sourire, sinon on n'en finit plus. Alors, cette question de la qualité, Monsieur le Ministre, vous devez, là aussi, il faut que le texte marque une rupture. Donc voilà les 3 sujets sur lesquels nous ne sommes pas au rendez-vous avec ce texte. Les prix, parce que tout repose sur une illusion, la culture contractuelle. Deuxièmement, les qualités des produits, compte tenu aussi du retard qu'on est en train de prendre sur la reconstruction. Et le troisième élément, c'est évidemment la souffrance animale. Alors, je vais finir sur ce thème. Tout à l'heure, mon collègue Ruffin dira tout mieux que moi, et de façon plus précise, parce qu'il écrit de très bons livres sur le sujet. Mais la souffrance animale, ce n'est pas seulement une question de sensibilité. Encore que la sensibilité à la détresse des autres, c'est une préparation à l'empathie humaine. La sensibilité, le fait d'admettre qu'un animal est un être sensible, ce n'est pas une sensiblerie. C'est un autre regard que l'on porte sur le monde. Et si on regardait le monde de cette manière-là, peut-être ne le brutaliserait-on pas dans les autres domaines comme nous le faisons. Tous les autres, le domaine social, mais aussi tout le reste des rapports à la nature. Il faut marquer des coups d'arrêt. Franchement, j'étais là au débat, au premier passage. Hein. Quand on a abordé la question des poussins mâles que l'on jette à la déchiqueteuse. On était tous mal ici, hein, dans cet hémicycle, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas au courant, d'autres qui découvraient. Vous-même, Monsieur le Ministre, vous ne trouviez pas que c'était... Bon, vous êtes comme tout le monde, vous êtes comme moi, bon, comme tout le monde ici. C'est une idée horrible. On nous a répondu, il y a une étude pour pouvoir s'apercevoir avant et aider dans l'œuf de ce qui est un œuf dans lequel il y a un poussin mâle ou pas. Bon, très bien. Mais en attendant, on continue à broyer. Ben oui, mais ce n'est pas acceptable. Alors, c'est exactement comme l'affaire du glyphosate. C'est quelque chose qui est inacceptable, on arrête. Alors on me dit, oui, mais ça crée des situations économiques. Eh bien, examinons la situation économique. Voyons comment on peut aider les gens qui avaient besoin de ce type de traitement à produire sans en avoir besoin. C'est plus simple de régler un problème financier ou technique que de continuer à se couvrir d'actes de barbarie de cette nature. Il en va de même pour le glyphosate, je le dis avec tout le respect que je porte à celui qui est passé à cette tribune avant moi, du groupe UDI, je crois. Bon, c'était très pertinent ce que vous nous avez dit, on l'entend tous. Mais enfin, si c'est dangereux comme on nous l'a dit, alors on arrête tout de suite. Vous me dites on ne peut pas arrêter tout de suite, tout le monde peut l'entendre. Mais je vous demande aussi d'entendre la conséquence que ça a. Parce que les conséquences, on les connaît. Les malformations, les maladies, les cancers, le coût pour la société, je ne mentionne que pour terminer ma liste. Donc, il va falloir arrêter. On a dit 3 ans. On trouve que c'est trop long. Souhaitons qu'on le fasse. Parce que l'Union européenne, c'est pas ça qu'elle a dit, Monsieur le Ministre. Et ça s'imposera à nous. L'Union européenne, elle a dit, je prolonge pour 5 ans le droit d'utiliser les glyphosates. Eh bien oui, mais on reverra après. Et vous verrez que les mêmes lobbies vont repasser. Parce que quand Bayer et Monsanto vont avoir fusionné, terminé de fusionner, avec l'approbation d'ailleurs bizarre de la Commission sur le sujet, et que le gouvernement allemand va venir, ce qu'il a déjà fait la dernière fois, contre l'avis du président français, hein, ils se sont passés de notre avis, pour le maintenir encore 5 ans. Vous allez voir si vous allez pouvoir simplement comme ça les défier. C'est maintenant qu'il faut leur dire, ah bah oui, c'est maintenant qu'il faut leur dire, on le fera. Et la preuve que quand on désobéit, et quand nous les Français, on fait les gros sourcils, eh bien les choses changent. Parce que la dernière fois qu'on a fait ça, c'était pour les cerises. On a interdit le produit qu'on foutait dessus. Alors évidemment, il était cancérigène, une horreur. On l'interdit. Eh bien derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Naturellement, nous avons eu droit aux récriminations de la Commission. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien rien, on a continué à faire comme nous, on avait décidé de faire. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? D'autres pays ont changé leur attitude en disant « Mais puisque les Français font ça, c'est quand même le problème doit être grave. » Et oui, les Français, ça compte quand ils prennent une décision. Et d'autres pays ont commencé à changer aussi et à interdire leurs produits. Ça vaut la peine de désobéir. Ça vaut la peine de désobéir à l'Union européenne. Ça vaut la peine de construire des rapports de force. Une nouvelle agriculture doit jaillir. Bon, ça ne sera pas avec ce texte de loi. On voit bien que vous essayez de bien faire, mais j'espère que j'ai convaincu
les collègues et qu'ils comprennent que, et vous-même, monsieur le rapporteur, vous-même, monsieur le ministre, que si vous ne votez pas les amendements qu'on vous propose, il y a peu de chances qu'on vote le texte, parce que même pour vous faire plaisir, on ne va pas lever le bras pour approuver quelque chose qui n'en vaut pas la peine, permettez-moi de vous le dire. Merci. Je vous remercie, monsieur Mélenchon. La parole est maintenant